Bonjour à tous, bienvenue sur l'internet.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Notre invité ce matin dans Direct Politique est Éric Woerth, député UMP de l'Oise, maire de Chantilly, ancien ministre du Travail, ancien ministre du Budget, aujourd'hui délégué général à l'UMP en charge de l'économie et des finances. Merci Éric Woerth d'être avec nous ce matin, bonjour. Merci à vous, bonjour. Avec moi sur ce plateau pour co-présenter l'émission, Pierre Cabret, éditorialiste économique de Bonjour. Ouest France, bonjour. Bonjour. Et Pierre Cottier, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes. Bonjour. Bonjour messieurs, chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission, vous avez une quarantaine de minutes pour commenter l'émission, réagir et poser votre question. Je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Éric Woerth, on va parler largement aujourd'hui d'économie, on va profiter de votre présence pour aborder largement les questions économiques, mais avant cela, une réaction à l'actualité qui a marqué la journée d'hier soir, avec la suspension de Jean-Marie Le Pen de son propre parti, le Front National. D'abord un mot, qu'est-ce que ça vous inspire, cette sorte de vaudeville un petit peu médiatisée depuis des semaines? Ouais, c'est d'une grande violence. Ça exprime ce qu'est le Front National, qui est une grande violence. Ses thèmes sont d'une grande violence, ses méthodes d'action, ses façons de parler et de penser sont d'une très grande violence. Là, on est sur un pic de violence intrafamiliale. Que dirait-on si, à droite ou à gauche d'ailleurs, au Parti Socialiste ou à l'UMP, puisqu'ils aiment rapprocher les deux partis, que dirait-on si si un père se battait avec une fille, avec une nièce qui pointe son nez, enfin, tout ça est assez dérisoire et pitoyable. En même temps, Marine Le Pen, elle construit un parti qui est dangereux, puisqu'il canalise absolument toutes les colères de ce pays. Elle est à la hauteur de ses colères, et cette violence est à la hauteur de ses colères. Simplement, derrière ce coup d'éclat, Éric Woerth, ce coup d'éclat, il y a aussi la question du changement de paradigme, du changement idéologique du Front National. Est-ce que vous pensez, comme c'est de plus en plus entendu, que le programme économique du Front National est désormais similaire à celui du Parti communiste des années 70 ou de l'extrême gauche du Parti... D'abord, Marine Le Pen, elle a une petite cinquantaine d'années, elle a été 45 ans ou 46 ans Jean-Marie Le Peniste. Donc, c'est quand même un changement brutal. Tout ça est quand même très intéressant, mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit une oie blanche effarouchée qui arrive en disant « Mon Dieu, qu'est-ce que dit Jean-Marie Le Pen? C'est horrible, elle a été d'accord, elle a soutenu tout ça pendant des années et des années. » Donc c'est assez facile. Il y a une part de calcul dans part de calcul, de tactique et pas du tout de conviction. Après, le discours tourne en rond du Front National. Sur le plan économique, c'est un discours simpliste, enfin extrêmement simpliste. Si on sort de l'euro, on revient à une retraite plus tôt, on augmente le pouvoir d'achat en augmentant le SMIC, on interdit l'importation d'un certain nombre de produits. Est-ce qu'il n'y a pas une ligne plus sociale, Philippot Alors, moi, j'ai du mal à m'y retrouver, parce que je ne suis pas dans une cartographie du Front National. En fait, je vois que c'est un projet qui se rapproche d'ailleurs assez souvent de celui de Mélenchon. Moi, je l'ai plusieurs fois dénoncé, ce rapprochement entre l'extrême gauche et l'extrême droite, mais en réalité, la Terre est ronde, donc à un moment donné, on se retrouve quelque part, et les extrêmes se retrouvent, qui est le populisme, qui est la démagogie, qui sont les thèmes faciles. Alors, ça captive. Ça peut intéresser quand c'est bien dit. Puisque on est dans une société où les choses ne marchent pas pour l'instant, où il y a du chômage, où les gens n'ont pas confiance, ils se réfugient avec des bouts de sauvetage qui semblent un peu sains. Moi, je ne jette pas la pierre à ces personnes qui votent dans ces conditions-là. La réalité, c'est qu'on doit critiquer le programme du Front National, il faut le faire, il faut le démanteler, il faut montrer que. Mais c'est pas pour ça qu'on enlèvera des voix au Front National. On enlèvera des voix au Front National si on est nous-mêmes suffisamment crédibles. C'est-à-dire que si on offre des perspectives suffisamment attractives, suffisamment vraies, suffisamment justes, dans lesquelles les Français se disent, oui, ils nous mentent pas, ils disent ce qu'il doit être fait, on va nous demander un certain nombre d'efforts, mais au moins on sait où on ira, et on ira à la fois dans la démocratie et puis avec évidemment dans le sérieux. Est-ce que vous pensez que la page Jean-Marie Le Pen est complètement tournée? Alors, je pense que oui. Je pense qu'il va en rester des bribes. Et comme toujours, il y aura probablement un certain nombre de militants, le noyau dur de militants qui, je ne sais pas ce qu'ils feront, mais en tout cas, il y aura une scission ou une division, une rupture assez profonde. Cela étant, je pense qu'une énorme majorité de ceux qui votent pour le Front National aujourd'hui ne votent pas pour Jean-Marie Le Pen. Ils votent pour des thèmes
qui sont présentés dans les conditions, dont le packaging est le mieux fait possible. Mais le produit est le même. Le produit à l'intérieur, c'est le packaging qui change. Le produit est le même, exactement le même, tout aussi nocif, tout aussi violent, tout aussi détestable. Regardez cette histoire de Femen. Moi, je ne suis pas du tout favorable au Femen. Je trouve que c'est très très bien d'aller se battre pour la liberté dans des pays où il n'y a pas de problème de liberté. Mais enfin, bon. Et puis c'est une manière aussi très agressive, très violente. C'est la même violence, au fond. C'est les mêmes techniques et la même violence, voilà, appliquée autrement. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'était de voir ces femmes essayer de perturber, très bien. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, et d'une façon glacée le sang, c'est de voir les services d'ordre du parti du Front National intervenir dans une chambre d'hôtel qui est un lieu privé. Donc rentrer dans cette chambre d'hôtel, on est dans un hôtel, on est dans un lieu privé. On parlera peut-être de liberté en termes de loi sur renseignement, mais c'est impossible de faire ça. On appelle la police, il y a des lois, on rentre pas comme ça, en fracassant des portes, en retirant des gens. Voilà, quoi qu'il fasse, il n'y avait pas de personne en danger. On n'était pas en train d'essayer de sauver une vieille dame qui se faisait étrangler par quelqu'un sur un balcon. C'était pas ça. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement glaçant et renvoyant à des images qu'on ne veut vraiment plus voir dans l'histoire. Éric Woerth, on va ouvrir notre page consacrée à l'économie et on va commencer avec une actualité d'aujourd'hui, du moment. D'hier, le Qatar a acheté hier 24 Rafales à la France, mais a obtenu en échange des droits de trafic supplémentaires vers la France, notamment pour Qatar Airways. Et c'est un coup dur pour Air France. Est-ce que Hollande a trop donné au Qatar? Alors, d'abord, je ne sais pas ce qu'il a donné ou pas donné. Enfin, ça n'a pas été vraiment révélé. J'ai entendu parler de ces droits de trafic. Vous savez qu'en France, vous savez qu'il y a quand même une libéralisation et une mondialisation. Et après, il y a des droits de trafic qui se créent. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est une bonne nouvelle qu'on vende des Rafales. On ne va pas, comme d'habitude, se jeter du sable sur la tête. On s'en jetait parce qu'on n'en vendait pas. Et maintenant qu'on en vend, on s'en jette aussi. À un moment donné, il faut dire, tant mieux, je suis content. Les gouvernements de droite avant essayé d'en vendre. Je pense que tout ça est infusé pendant des années. La situation au Moyen-Orient a profondément changé depuis 2 ou 3 ans. Il y a des circonstances favorables. L'euro a également baissé. Tant mieux si on vend des Rafales à l'Égypte, si on en vend à l'Inde, et j'espère qu'à l'Inde on en vendra plus, tant mieux, formidable. Est-ce qu'on n'est pas trop complaisant vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, vis-à-vis du Qatar? Il faut vendre, où on décide de ne pas vendre d'armes, et puis voilà, où on décide de vendre des armes, et à ce moment-là, on va en vendre sur des territoires d'abord qui ont les moyens d'en acheter, et sur lesquels il y a des conflits, et sur lesquels on se posera toujours des questions. C'est comme l'histoire des Mistral. Si on décide de vendre des armes, on en vend aussi aux grands pays. Et si on en vend à la Russie, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, il y ait des risques d'emploi de ces armes dans des conditions politiques qu'on estime pas normales. Ou alors on décide de ne pas en vendre. Et moi, je suis très très heureux pour Dassault, très heureux pour l'État et pour le contribuable français aussi. Pourquoi Hollande et Le Drian ont réussi à les vendre alors que sous Sarkozy, on n'arrivait pas à les vendre? Mais je pense que ça se cumule. Je pense que les efforts qui ont été faits sous Nicolas Sarkozy, ça a été autant de coups boutoirs. Les bonnes relations de Nicolas Sarkozy et du gouvernement passé avec le Qatar, comme les bonnes relations de ce gouvernement avec le Qatar jouent. Ça a été vrai pour l'Inde. Le contrat indien est un contrat qui remonte à très longtemps. Alors, c'est pas tout à fait le contrat indien, et le contrat n'est pas tout à fait signé. Mais enfin, il y a quand même les prémices, M. Modi l'a dit, il y a quand même les prémices d'un achat. Et puis sur l'Égypte, tout ça, c'est des situations. Le Moyen-Orient a complètement évolué. La photo du Moyen-Orient, entre le Moyen-Orient il y a 5 ans ou 6 ans et le Moyen-Orient d'aujourd'hui, complètement évolué. Les sunnites et les chiites sont dans une bagarre quasiment à mort. Les uns tentent de se protéger. Les Égyptiens ont besoin d'être aujourd'hui protégés. La menace iranienne est ressentie comme telle. C'est pour ça que le président Hollande a été invité. Donc on voit bien que les circonstances géopolitiques ont fait qu'on a besoin d'armement. Et tant mieux, le Rafale apparaît comme un bon armement. Éric Woerth, on va revenir à la situation intérieure. On va parler d'économie intérieure. Hier, Manuel Valls a confié à un groupe de travail la charge d'établir d'élargir la place de l'accord collectif dans notre droit du travail et la construction des normes sociales avec la mission Combrexcel, je pourrais me tromper. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette orientation-là. Est-ce que ça vous séduit? Est-ce que ça va dans le bon sens? Alors, c'est dans le sens de l'histoire de notre droit du travail, puisqu'on de plus en plus, l'idée est que l'accord collectif doit dominer sur le contrat de travail. Oui. Et dans les textes qu'on a fait passer au fur et à mesure des années, on voit bien que le contrat
s'efface un peu, pas totalement, mais s'efface par rapport aux accords collectifs, et qu'à un moment donné, s'il y a un accord collectif majoritaire, nous avons complètement modernisé, dépoussiéré la représentativité syndicale par le vote, alors qu'auparavant c'était juste un décret appliqué en fonction du comportement des syndicats pendant la guerre. Donc tout ça a été heureusement dépoussiéré, et on voit que le contrat, à un moment donné, si quelqu'un dit moi je suis pas d'accord pour cet accord, je suis pas d'accord pour baisser mon salaire par exemple, ou pour augmenter mon temps de travail, ça vaut licenciement. Donc la personne elle part, elle est à ce moment-là licenciée. Alors on peut discuter de tout ça encore, il faut évidemment continuer à travailler là-dessus et commencer à travailler maintenant aussi, en dehors des accords collectifs, il faut travailler aussi sur le contrat de travail. Et la mission qui est confiée, M. Combrexel est un bon spécialiste, hein, il était directeur du travail, il a connu beaucoup de ministres du travail, dont moi d'ailleurs, et c'est quelqu'un qui est tout à fait remarquable, donc lui n'est pas en cause. Après, la vraie question c'est, peut-on avoir, auront-ils la majorité politique, auront-ils la liberté politique d'aller plus loin dans le domaine du contrat de travail? Je ne le crois pas. Vous saluez l'initiative de Manuel Valls, cette initiative oui, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Mais oui. Vous pensez qu'il va se confronter à des Il n'ira pas très loin. Il n'ira pas très loin. La plupart des syndicats sont bloqués là-dessus. Le temps que M. Combrexel rende ses conclusions. Il y a déjà une loi, la loi de M. Rebsamen. Donc on se demande pourquoi on n'a pas attendu la mission Combrexel pour qu'on mette ça dans la loi Rebsamen. Parce que je veux bien qu'on fasse une loi sur le droit du travail toutes les 5 minutes. Il y a un moment donné, il faut quand même donner un cap un peu clair à la société française. Non, j'y crois pas du tout. Ce sont des leurrs. Je pense qu'au fond de lui-même, je pense que M. Valls se dit peut-être ce serait bien, je n'accuse pas de malhonnêteté intellectuelle, mais je pense qu'il n'a pas du tout les moyens politiques et je pense qu'il ne se passera rien. Mais c'est le cas de ce gouvernement depuis 3 ans. On affiche des idées, M. Macron en a affiché plein des idées de cette nature, puis derrière il fait un truc à l'eau de rose. Si on laisse les partenaires sociaux négocier le temps de travail au sein de l'entreprise, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les salariés en priorité Oui, moi je pense que le vrai risque pour les salariés, c'est le chômage. Et le vrai risque pour les salariés, c'est de ne plus être salarié. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut l'être à n'importe comment. Enfin, je ne vais pas revenir au 19e siècle. Mais évidemment, il faut de la souplesse. S'il n'y a pas de souplesse, alors à ce moment-là, il y a de la rigidité partout. Et l'endroit où ça casse, parce que ça casse toujours un endroit, c'est le chômage. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la société française, contrairement à ce qui se passe dans d'autres sociétés. Donc il faut mettre de la souplesse dans le droit du travail parce qu'il faut recréer un marché. Derrière tout ça, il faut créer un marché du travail. Le marché du travail aujourd'hui, il crée du chômage. Il ne crée pas autre chose, il crée du chômage. C'est ce qui se passe. Puisque vous avez des offres qui ne sont pas remplies, c'est un débat un peu sans arrêt. Vous avez des chômeurs qui viennent à Pôle emploi auxquels on ne propose rien, qui ne sont pas du tout suivis individuellement. Enfin, demander à chaque chômeur, ils n'ont pas le temps, ça ne marche pas comme ça. Et les gens sont laissés sur place. Et on a 25% de chômeurs de moins de 25 ans, et on a évidemment un chômage très important à partir de 50 ans. On voit bien qu'il faut recréer un marché du travail. Si un projet de loi aboutit arrive à l'Assemblée pour assouplir et donner plus de place aux accords collectifs face aujourd'hui au dispositif du droit du travail, est-ce que vous êtes prêt à soutenir ce texte? Est-ce que vous êtes prêt Mais je ne peux pas soutenir un texte hypothétique. Voilà, on lira, on regardera, et puis si ça permet, je pense que les demi-mesures, ça suffit. Parce que la coupe du chômage est pleine. Donc la demi-mesure ne sert plus à rien. Elle sert juste à occuper du temps. Tout le monde a fait des demi-mesures. Nous avons fait aussi des demi-mesures. Aujourd'hui, ce gouvernement, il avait la responsabilité de mettre fin au temps de crise. Il y a eu une crise énorme, 3/5 du mandat de Nicolas Sarkozy. 2009 et 2010, la situation économique est repartie. Puis elle a replongé. Il y a eu une crise de l'euro, des dettes souveraines, des choses comme ça, mais qui étaient nettement moins violentes que la crise de 2008 et 2009. Nettement moins violente. Il n'y avait pas de récession. On a été en récession de 3%, donc c'est quand même pas négligeable et partout dans le monde. Donc nous avions besoin de sortir de crise. Pour sortir de crise, nous avions besoin de réformes profondes, structurelles, on dit, mais profondes, ça veut dire de bien réformer le marché du travail, et ça n'a pas été fait. C'est le contraire qui a été fait au départ, et aujourd'hui, on est dans une direction qui est plutôt préférable, mais on est dans une direction, on y va clopin-clopant, alors que d'autres, ils vont en courant. Et ce serait quoi une vraie mesure alors ? De vraies mesures, c'est la réforme du marché du travail, c'est poser de vraies questions sur le coût du travail, c'est ça des vraies mesures. Donc les 2,5 milliards... C'est les transferts sociaux, c'est la nature et le volume des transferts sociaux, c'est le niveau de la dépense publique. C'est tout ça les vraies mesures qu'il faut prendre. Donc 2,5 milliards sur 5 ans pour le suravertissement, pour doper la rentabilité des entreprises, c'est aussi une demi-mesure.
C'est pas une demi-mesure, c'est une goutte d'eau. C'est juste une goutte d'eau dans l'océan Atlantique. C'est absolument intéressant. Tous les gouvernements ont fait ça. Vous tirez un bureau de Bercy ou des mesures comme ça, vous en avez partout. C'est des mesures comptables, c'est des mesures qui vont aider. Elles vont un peu aider les entreprises parce qu'elles vont pouvoir déduire de leur base imposable un peu plus d'amortissement, tant mieux. Mais se dire l'investissement est le problème clé de la France, on l'entend depuis 3 mois dans le gouvernement d'aujourd'hui. Nous, on le dit depuis dès la fin du mandat de M. Sarkozy, quand on est sorti de la crise, pour essayer de relancer l'investissement, mettre de la compétitivité. C'est les mesures qui avaient été prises dans la dernière année. Mais le gouvernement aujourd'hui ouvre les yeux. La France est en sous-investissement. D'abord, la France est en notre outil industriel, il est utilisé à peu près à 80%. Donc on va pouvoir faire un peu de croissance pendant encore un peu de temps avant de commencer à embaucher. Parce que vous avez l'outil industriel qui doit remonter à 100%. Et puis vous avez évidemment aussi les questions terribles de compétitivité et de coûts. Et ces questions de compétitivité et de coûts, c'est des questions structurelles. Ce n'est pas des questions conjoncturelles où on répond par quelques mesures fiscales un peu classiques. Alors, écoutez, on a eu un internaute, Didier, qui vous pose une question. Que pensez-vous de ce chef d'entreprise américain qui a divisé par 10 son salaire pour augmenter ses employés, considérant qu'il y avait des écarts indécents de rémunération? Je comprends qu'on puisse se poser cette question-là. Moi, je ne veux pas intervenir dans le salaire des uns ou le salaire des autres. On ne va pas planifier le salaire des chefs d'entreprise par rapport au salaire de je ne sais qui et de je ne sais quoi. Je pense qu'il faut plutôt inverser les choses. D'abord, ce chef d'entreprise, il a des milliards d'euros sur son compte en banque. C'est plus simple de dire je vais un peu moins me payer ce mois-ci vu que j'ai X milliards d'euros parce que je suis propriétaire de mon entreprise. Donc c'est pas quand même pas tout. Faut quand même pas non plus trouver qu'on est dans le monde des bisounours ailleurs. Donc mais c'est une démarche note, quand même qui est oui, moi je note quand même qu'il faut innover. La seule façon de sortir le pays de la crise dans laquelle il est et de quand même cette politique, des résultats désastreux de ces 3 dernières années, c'est quand même de miser sur l'innovation. L'emploi demain, ce sera pas l'emploi qu'on fait en Chine ou qu'on fait en Inde. L'emploi, c'est l'emploi lié sur des innovations. Et juste là-dessus, sur ce problème de salariés, je pense qu'il faut plus intéresser les salariés aux résultats de l'entreprise. Il y a plein de mécanismes aujourd'hui, mais qui sont pas toujours incompréhensibles. Les gens, quand ils touchent de l'intéressement, ils voient ça fait parfois un 13e mois ou même un 14e mois. Mais il faut plus mettre en avant l'idée qu'il y a une rémunération fixe, qui est digne, qui est décente, et puis qu'il y a une rémunération variable d'une manière ou d'une autre, qui touche le patron, mais qui touche aussi les salariés. Et là, tout le monde tire dans le même sens. Justement, c'est une question de C'est Sandra. gaulliste. C'est une question de Sandra qui vous demande quels seront les axes forts de la droite républicaine une fois que vous serez de retour aux responsabilités. Quelles seront les 2-3 réformes économiques les plus urgentes? Bon, on est en train d'y travailler. Je veux dire, il faut être prêt au moment où on arrive dans la dernière ligne droite. C'est pas le cas aujourd'hui. Moi, j'en donné quelques-uns. C'est vrai que la réforme du marché du travail, le contrat de travail, le marché du travail, le code du travail, plus libéraliser au fond l'embauche pour permettre aussi à l'entreprise de libéraliser un peu plus malheureusement le licenciement. Si vous ne laissez pas à l'entreprise la possibilité de licencier dans des conditions sécures, à ce moment-là, elle n'embauche plus. Il y a des freins et voilà. Le temps de travail doit être aussi beaucoup plus souple. La dépense publique doit baisser. Elle doit baisser par palier. Et quand vous avez autant de dépenses publiques, vous avez d'autant moins d'investissement et donc d'autant plus de chômage. Donc il faut baisser le niveau de la dépense publique. Et pour baisser la dépense publique, alors il faut se poser la question de la cohérence de notre modèle social. Parce qu'il n'y a pas d'autres endroits où aller chercher, en dehors du salaire des fonctionnaires. Il faut baisser le nombre de fonctionnaires. C'est très important, les fonctionnaires, il faut aussi baisser le nombre de fonctionnaires et il faut baisser la dépense sociale. Donc il faut réformer le modèle social en lui redonnant du sens. Et ces idées-là, elles vous permettraient d'être élu? Oui, je pense. Oui, mais alors, où on dit la vérité, et puis alors à ce moment-là, on nous dit vous ne pouvez pas être élu, ou on ment, et on nous dit vous mentez et vous ne pouvez pas être élu. Donc je remarque qu'on ne peut être élu dans aucun des 2 cas. Donc on va essayer plutôt, je pense, de dire la vérité, de dire quelles mesures doivent être prises. Ça ne veut pas dire nécessairement des larmes et du sang. Ça peut être des mesures d'effort, et en face de ces efforts, qu'est-ce qu'on peut attendre? Comment on peut voir la France dans les années qui viennent? Notre potentiel de croissance, c'est quand même mieux que 1 ou 1,1 ou 1,5% de croissance. Enfin, avec les talents que nous avons, avec la formation que nous avons, avec la dynamique démographique que nous avons, et avec l'Europe, on peut quand même espérer un tout petit peu mieux. Ça veut dire que l'État-providence, qu'on a connu hier, on ne le connaîtra pas demain. Moi, je ne me reconnais pas maintenant dans le terme d'État-providence, parce que c'est au fond un État qui crée du chômage. C'est un État qui exclut. Il y a les gens qui sont à l'intérieur, puis les gens qui sont à l'extérieur. Ceux qui sont à l'extérieur, ils sont de plus en plus nombreux. Il faut un État qui sécurise la dignité humaine.
et qui fasse en sorte qu'on ne tombe pas en dessous d'un certain niveau si on est atteint par un certain nombre d'accidents de la vie, ce qui peut arriver absolument à tout le monde. Donc ça, c'est la solidarité nationale qui peut s'exercer, qui doit s'exercer. Et puis il y a des mesures qui doivent vous permettre aussi de compenser. Quand vous avez des familles ou pas de familles, c'est normal de compenser un peu les choses. Voilà, donc cet État-là, oui, mais ce n'est pas un État qui a perdu tout à fait le sens de toute aide. Quand on parle d'assistanat, ce n'est pas pour stigmatiser les personnes qui sont assistées. Elles ont droit à cela et si elles ont eu un accident de vie, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Mais en même temps, derrière cela, il faut aussi leur permettre de revenir sur le marché du travail. Pour revenir, il faut mettre les systèmes de formation qu'on ne met pas aujourd'hui en route. Et puis, il faut évidemment inciter la personne à toujours choisir plutôt le risque de travailler que celui de ne pas travailler. Si vous voulez bien, Eric Woerth, on va rentrer un peu dans le détail de quelques propositions. Mais avant cela, je prends une question de Bruno qui nous dit concrètement quelles sont les lois votées sous Hollande sur lesquelles vous reviendrez. Il nous parle de la réforme pénale, du mariage pour tous, de la loi sur l'aménagement des temps éducatifs. Peut-être d'autres textes. Moi, je ne suis pas un grand fanatique, quitte à décevoir l'interlocuteur, mais je ne suis pas un grand fanatique du détricotage. Hollande a beaucoup fait ça. On a passé 6 mois à détricoter. Enfin, il a passé 6 mois à détricoter ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. On a vu le résultat. Donc, c'est une énergie. Hein. Moi, j'aimerais une énergie pour construire. Ce qui a été voté va rester de fait. On verra si c'est totalement aberrant. Enfin, on voit bien que la fiscalité aujourd'hui est aberrante. Fiscalité du travail égale fiscalité du capital, enfin, etc. Tout ça est totalement aberrant. Donc, il faut évidemment revenir sur tout ça. Mais il ne faut pas revenir en revenant sur un point et en levant. Il faut intégrer ça dans un modèle de réforme cohérente et globale. Il faut de la réforme globale. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question en même temps de l'injustice des salaires entre les hommes et les femmes parce que c'est une atteinte à l'égalité qui est sur le fronton de toutes les mairies. Il faut revoir le modèle social parce que c'est une atteinte à la fraternité aujourd'hui dont on a besoin. Et il faut revoir la liberté parce que la liberté d'entreprendre, elle n'existe plus ou plus vraiment. Et en tout cas, les chefs d'entreprise le vivent comme cela. Donc il faut bien refonder un peu notre je sais bien que c'est un peu conceptuel, mais en même temps, ça donne une vision. Et on pourrait créer une vision de la société française très républicaine, mais avec les lois de la République d'aujourd'hui. Et ça touche à beaucoup d'éléments dans notre société. Et pas des micro-décisions comme la réforme et la libéralisation des lignes d'autobus. On vous a concocté, Eric Woerth, un pour ou contre spécial mesures économiques. On a pioché plusieurs questions d'internautes et on vous a concocté ce qu'on appelle notre pour et contre, c'est-à-dire une séquence classique de l'émission. 5 propositions, vous nous dites si vous êtes pour, si vous êtes contre, pour essayer de comprendre un petit peu vos positions sur quelques propositions. On en a 5 et on commence avec... Par la retraite, notamment. L'UMP doit-elle proposer de passer l'âge légal de la retraite à 65 ans? Je pense que oui. Je pense que oui, mais il faut donner un délai. C'est toujours pareil, on oublie toujours les dates. Oui. Donc il faut donner un délai. Je pense qu'il faut faire 63 ans dans la suite, avec le même rythme que les 62 ans, c'est-à-dire 4 mois par an de dérive. C'est rapide, hein, c'est plus vite que les Allemands. Et puis après, poursuivre le mouvement. Et puis il faut dépolitiser le débat. Il faut indexer d'une certaine façon âge et taux et durée de cotisation, parce que les deux vont ensemble, âge et durée de cotisation sur l'espérance de vie. Parce qu'actuellement, les partenaires sociaux sont en négociation sur les complémentaires. Donc fin juin, nous allons savoir effectivement leurs propositions, alors que l'AGIRC et l'ARCO sont en... Enfin, elles seront dans le rouge. Dans le rouge, absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles orientations doivent être prises, vous qui connaissez parfaitement le sujet? Moi, je pense que c'est un problème d'État. C'est pas un problème de partenaires sociaux. Je pense que c'est un problème de collectivité nationale. Donc, je pense que les partenaires sociaux, ils ont un rôle éminent à jouer dans le dialogue social et dans la démocratie sociale. Mais là, on est un peu à l'étape d'au-dessus. Au fond, c'est le régime général qui entraîne tout le reste. Donc, je pense qu'il faut absolument que le régime général, il donne des signes dans lesquels on va prolonger l'âge de la retraite, parce que c'est fait comme dans tous les pays du monde. Donc, il n'y a pas d'argument contre ça. Je veux dire, il n'y a pas d'argument contre ça. Il n'y a que des arguments qui sont des arguments de politique de bas niveau. C'est ce qu'employait Mme Touraine quand elle essayait de réformer, enfin, elle n'a rien réformé du tout. En réalité, elle a augmenté les taux de cotisation. Elle a mis le truc absolument hystérique qui est la pénibilité. Donc, il y a un truc de fou. Non, il faut augmenter l'âge de la retraite. On vit vachement, on vit beaucoup plus longtemps. On passe déjà un temps très important à la retraite et c'est tant mieux. Mais en même temps, on ne peut pas se payer ce temps-là sur les jeunes générations, quoi. C'est vraiment un crime contre les jeunes générations en France. On met à la charge de ceux qui vont nous succéder, alors ils sont en train de naître, hein, de ceux qui sont nous succéder, ceux qui sont à l'école aujourd'hui, on met des charges considérables sur des charges que nous n'assumons pas nous-mêmes. Des charges de maladie, des charges de retraite, des charges de dette. Il faut stopper ça. Il faut stopper ça.
ce dont Est-ce que vous êtes pour ou contre réduire la durée d'indemnisation du chômage et réduire les allocations? C'est souvent un principe dégressif peut-être. Je pense que la question se pose, oui. C'est très dur de dire ça. Voilà, il y a plein d'internautes qui sont en train de nous quitter, là, en train de se dire, mon Dieu, cœur de pierre. Malheureusement, l'intérêt général, c'est celui-là. C'est peut-être pas l'intérêt particulier du moment pour monsieur ou madame Y, je le comprends parfaitement bien, tu n'as pas besoin de m'expliquer, je comprends très bien. Mais moi, je regarde l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quand même de limiter un peu plus la durée d'indemnisation du chômage et de limiter aussi les indemnités. Parce que si vous ne le faites pas, on voit d'ailleurs que c'est à la fin du chômage que les gens retrouvent le plus. Vous demandez à Pôle emploi, vous verrez, c'est au moment où on voit que la chose va s'éteindre qu'on commence à s'en préoccuper. Ça ne veut pas dire que les gens ne cherchent pas, évidemment qu'ils cherchent. Ça ne veut pas dire qu'il y a plein d'emplois, évidemment qu'on n'en trouve pas. Voilà. Mais en même temps, on n'est pas en train de réfléchir là-dessus. Là. Il y a d'autres sujets. On est en train de réfléchir sur une personne confrontée au chômage. Tout doit être fait pour la remettre au plus vite. Au plus vite. C'est comme les alertes sur les disparus. Si vous ne retrouvez pas la personne dans les 3 heures, vous avez de moins en moins de chance de la trouver. Si vous ne retrouvez pas un emploi dans un temps assez rapide, alors les choses commencent à se dégrader pour plein de raisons. Et futur employeur, il vous regarde différemment. Donc il faut très très vite avoir des mécanismes de sécurité qui touchent à beaucoup de choses. Ça va de la croissance à beaucoup de choses. Et donc c'est très très important que l'indemnisation aussi pousse la personne à aller peut-être encore plus loin que ce qu'elle pourrait accepter. Est-ce que vous êtes favorable à conditionner le RSA ou d'autres formes d'aide sociale à des contreparties? On a entendu une proposition de 7 heures de travail par semaine, par exemple, pour toucher le RSA. Est-ce que ça vous séduit, ça comme Je pense qu'en face d'une politique où, au fond, vous payez pour quelqu'un d'autre, en fait, voilà, vous amputez votre pouvoir d'achat, chaque Français ampute son pouvoir d'achat pour verser à un autre Français. C'est parfait, c'est mon sens dans le sens de la République, et je pense que tout le monde est prêt à le faire. Et tout le monde est prêt à le faire si en face la personne qui reçoit cet argent, qui n'est pas de l'argent venu du ciel, c'est pas l'argent de la BCE qui vous tombe dessus, payé par personne, c'est payé par chaque Français. Donc c'est assez logique de demander, pour ceux qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. Et pour ceux qui peuvent, il est normal de demander une contrepartie. Il faut regarder quel type de contrepartie. Non, il y a des personnes qui ne peuvent pas. Alors, pour ou contre supprimer l'emploi à vie dans la fonction publique? Moi, je pense qu'il faut réserver le statut de la fonction publique à un petit nombre de fonctionnaires, et il faut être en contrat public qui peut prendre d'ailleurs des dispositions d'ordre public à l'intérieur, mais qui ne soit pas un statut. Le statut étouffe la fonction publique. Le statut est un carcan. Le statut est le statu quo. Et le statu quo, c'est-à-dire l'immobilisme, c'est très mauvais pour la fonction publique. On le voit bien, on n'arrive plus à payer les fonctionnaires. Gel, etc. On n'arrive plus à les payer. Eux-mêmes sont un peu désespérés parce qu'ils manquent de moyens. On leur donne de plus en plus de choses à faire avec de moins en moins de moyens. Donc ça va mal se passer. Ça va mal se passer, ça va exploser à un moment donné. Et c'est la faute de l'État, c'est pas la faute des fonctionnaires. Donc il faut redéfinir ce qu'est une fonction publique, il faut redéfinir les valeurs de la fonction publique, relisez le statut de Maurice Thorez, il n'était pas si mal au fond. Il faut redéfinir tout ça, et puis il faut permettre aussi aux fonctionnaires... Ce matin, convaincu par Maurice Thorez, c'était beaucoup plus à droite que le statut d'aujourd'hui. Et il faut évidemment faire en sorte que les gens puissent trouver un épanouissement financier. Quand vous êtes prof, c'est le métier le plus important du monde. C'est celui qui... Voilà. Et vous gagnez quoi? Vous gagnez mal votre vie. En plus, vous êtes attaqué par tout le monde qui dit que vous êtes toujours en vacances, toujours malade. Bon. Donc il faut donner aux personnes la possibilité d'un vrai épanouissement. Et pour mieux payer les fonctionnaires, pour avoir des carrières plus claires, il faut évidemment que les fonctionnaires soient moins nombreux et probablement que certains ne soient pas sous statut mais sous contrat. On peut s'épanouir davantage en étant plus payé mais avec un contrat plus précaire. Oui, mais enfin la précarité, si vous êtes prof, même si vous êtes sous contrat, enfin la précarité, elle est quand même assez peu précaire parce qu'il y a quand même un marché de l'emploi qui est important. Il faut y travailler, il faut travailler avec les fonctionnaires là-dessus, mais il faut le faire vite. Il n'y a pas de raison d'avoir une protection à vie de votre emploi. Il pourrait y avoir une raison si vous étiez moins payé. Je ne parle pas des cadres là, mais je pense les cadres sont moins payés. Mais les autres fonctionnaires, en moyenne, sont un petit peu mieux payés que dans le secteur privé. Donc ça veut dire que, en général, quand il y a un risque, il y a une prime de risque. Et il n'y a pas de prime de risque, il y a une prime de non-risque. Il y a un problème quand même. On va passer, Éric Woerth, si vous voulez bien,
aux statuts de l'UMP qui vont changer. Aujourd'hui, au bureau politique, on vote le nouveau statut. Alors, oui, c'est ce mardi. On se dirige vers la fin des courants. On se dirige vers des présidents de fédérations qui ne seront plus élus par des comités départementaux, vers plus de référendums également, plus de place aux militants. Est-ce qu'on n'est pas là face à une suppression d'une forme de corps intermédiaire qui placerait un chef au-dessus de la mêlée et puis les militants qui lui répondraient? Le président du parti, il doit être garant de la démocratie du parti. Il fallait faire mieux. Il y avait déjà du mieux par rapport aux anciens partis qu'on a connus, donc c'est mieux. D'abord, le président est élu par les militants. Les présidents de département sont élus par tous les militants et pas uniquement par le comité départemental. C'est vrai que les mouvements, c'est-à-dire la droite forte, la droite juste, la droite machin, etc., tout ça doit un peu quand même disparaître, parce que ce qui compte, c'est pas quand même de construire des chapelles avec une nef qui s'écroule, quoi. À ce moment-là, c'est terminé. Donc il faut reconstituer le collectif. Il faut le reconstituer autour d'un chef. La droite, elle fonctionne aussi avec des chefs. Mais le monde fonctionne avec des chefs, sauf des chefs démocratiques. Voilà, c'est très différent. Donc il faut consolider tout ça. Nicolas Sarkozy fait des propositions qui sont très bonnes. À gauche, et notamment Cambadélis, craint la formation d'un axe néo-frontiste à l'UMP. Entre Estrosi et Raffarin, avouez qu'il y a une ligne qui est quand même un peu... Je trouve que Cambadélis est de plus en plus honteux dans ses propos. Cambadélis, je me demande parfois ce qu'il fait à gauche, quoi. Vraiment, dans ses attitudes, comme dans ses paroles, vraiment, là, je trouve vraiment honteux ce type de propos. Enfin, il n'y a vraiment rien à dire dans ce cas-là. Quand on est... Non, M. Estrosi dit un certain nombre de choses, et en même temps, il s'oppose au Front National, un axe néo-fasciste. Vous vous rendez compte de ce qu'on... Néo-frontiste. Frontiste. Oui, enfin, dans sa tête, ça veut dire à peu près la même chose, je pense. Il confond déjà beaucoup de choses, donc là, il doit les confondre. C'est tout à fait scandaleux. C'est le même M. Cambadélis qui accepte les voix du Front National sans problème, ils ont fait monter le Front National sans difficulté à tous les moments de leur vie, enfin tout ça. Il y a une hypocrisie à tous les étages du Parti Socialiste et au plus haut étage de la rue de Solferino, qui est absolument, je trouve insupportable. Voilà, insupportable. Tout ça n'a rien de socialiste. Enfin, il y a très longtemps que les socialistes ont oublié d'être socialistes. Organiser un débat entre lui et Nicolas Sarkozy, ça vous paraît... C'est pas du niveau de Nicolas Sarkozy. Le premier secrétaire du Parti Socialiste n'est pas du niveau du président de l'UMP. Pas Cambadélis, en tout cas. Et alors, puisque les socialistes sont plus socialistes, est-ce que vous comprenez quand même qu'à droite, l'idée de s'approprier les républicains, ça puisse gêner? Parce que si les militants rejettent le nom, il y a eu une autre possibilité. On a beaucoup de questions là-dessus. Oui. Ça va être soumis au vote, on verra bien. Hein. Un parti qui soumet les choses au vote, il prend le risque de ne pas être suivi. Ce ne sera pas un drame. Hein. Si ce n'est pas suivi, ce n'est pas un drame. Parce que si on vit tout ça comme des drames, il ne faut surtout pas faire de primaires. Parce que là, le vrai vote, c'est les primaires entre nous. Donc il ne faut pas faire de primaires. Et alors évidemment, il faut faire des primaires parce que, et puis à un moment donné, il y a des gens qui seront battus, il y a quelqu'un qui sera élu, et ceux qui sont battus, ils devront immédiatement soutenir celui qui est élu. Donc c'est pas un drame. Si les militants considèrent que c'est pas un bon nom, ils le diront. Ce qui compte, en fond, le nom est important, mais les statuts sont importants. Ce qui compte, c'est la démocratisation des statuts, les règles des primaires. Ça, c'est absolument majeur. Ça, c'est majeur. Les règles des primaires, c'est absolument majeur, parce que c'est la seule façon d'avoir un candidat qui soit adoubé par tout le monde dans des conditions de transparence nécessaires. Si le nom est rejeté, qu'est-ce qui se passe? Ça reste l'UMP. Ça reste l'UMP. Oui. Ça reste l'UMP. Mais vous savez, il y a eu déjà ce débat au moment de la création de l'UMP. Alain Juppé voulait que ça s'appelle la Maison Bleue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est poétique. Puis finalement, il a reculé devant l'opposition. Non pas du vote, mais de l'opposition qui se faisait. Après, il a voulu que ça s'appelle l'Union, déjà un seul mot, et pas des sigles. Et puis finalement, c'est resté UMP parce que c'était parti comme ça. Mais c'est un beau nom, les Républicains. On ne s'accapare pas, hein. On revendique l'idée d'être républicain, on ne s'accapare pas. Quand le Parti républicain s'est appelé Parti républicain, non pas aux États-Unis mais en France, le Parti républicain ne s'était pas accaparé un nom, ça n'avait pas posé de problème. Mais nous sommes républicains probablement de manière un peu différente, très différente du Front National et un peu différente du Parti Socialiste. Les valeurs que nous partageons, quand on parle de la valeur du mérite, la valeur du travail, la valeur de la citoyenneté, etc., sont des valeurs qui sont probablement partagées. Nous n'y mettons pas le même contenu. C'est pas le même contenu. Quand on veut faire voter les étrangers, c'est pas le même contenu. La valeur de citoyenneté n'a pas le même contenu quand on est à droite que quand on est au Parti Socialiste. Donc les primaires vont s'organiser à l'UMP, mais qui vous allez soutenir?
vous allez vous engager derrière qui? Je verrai. Moi, je ne veux pas rentrer dans un clan immédiatement, un an et demi avant, mettre un étendard. Et moi, je veux absolument consolider le collectif. Je veux consolider l'UMP. Je pense qu'on ne gagnera pas si on n'a pas une UMP solide, reconstruite, avec des idées qui après viendront enrichir, j'espère, les idées de celles et ceux qui seront candidats aux primaires. Il faut un parti, parce que c'est ce parti-là, in fine, qui portera. Évidemment, on est élu au-delà du parti, mais c'est ce parti qui est le socle de l'élection. Il y a les idées et il y a un homme. Dans une élection présidentielle et dans une primaire, l'homme compte beaucoup. Est-ce que vous avez des affinités sur un homme plus que sur un autre? Moi, j'ai des affinités. Enfin, j'aime beaucoup Nicolas Sarkozy, j'ai travaillé avec lui et je vais l'aider autant que je peux pour réussir le parti politique. Je travaille avec François Fillon, qui ne s'entend pas bien avec Nicolas Sarkozy, mais je travaille quand même avec François parce qu'il a une profondeur d'esprit. J'ai de l'amitié pour Alain Juppé depuis bien longtemps. J'ai organisé un voyage en Allemagne avec Bruno Le Maire, on est allé ensemble discuter avec le gouvernement allemand. Voilà, je suis très à l'aise parmi toutes ces personnalités, qui sont des personnalités qui un jour peuvent prendre les rênes du pays, et il y en a certainement d'autres, et il y en a d'autres, et il y en a d'autres qui peuvent venir. Je pense que c'est trop tôt d'aller s'enfermer. Je pense qu'il faut jouer derrière Nicolas Sarkozy pour faire réussir l'UMP. C'est ça que je pense aujourd'hui. Si l'UMP échoue, alors tout le monde échouera. Et que l'UMP s'appelle les Républicains ou qu'elle ne s'appelle pas les Républicains. Donc il faut jouer sur l'UMP, il faut crédibiliser l'UMP, il faut renforcer les idées de l'UMP, il faut montrer qu'on est prêt à prendre des risques, à dire la vérité aux Français. Voilà, on a réussi sur les départementales, on doit maintenant réussir sur les régionales. Vous savez, c'est étape par étape. Il nous reste 5 minutes, Éric Woerth. 3 questions. Avant d'arriver à l'actualité précise, revenons sur les affaires judiciaires qui vous concernent. Vous êtes suspecté de trafic d'influence passif ayant abouti à l'embauche de votre épouse, une affaire qui arrive à son terme. Le procureur a requis le relax pour vous. Il reste quelques semaines avant le verdict. Quel est votre sentiment alors que enfin on arrive à terme de cette procédure? C'est pas la seule, hein. Il y en a une deuxième. Le parquet a aussi demandé une relax, on verra, c'est le 28 mai. Donc voilà, j'attends la décision de la justice. Moi, je n'ai pas varié depuis 5 ans. Ce qui m'a été reproché était faux et est faux. Voilà, j'attends la décision définitive de la justice. J'ai obtenu, donc je ne vais pas m'expliquer là-dessus parce que je m'expliquerai après le 28 mai. Et puis j'ai pour l'instant bénéficié de 3 non-lieux. Ça, c'est la justice a définitivement tranché 3 fois de suite sur des sujets qui ont fait des pages et des pages de journaux à une époque. Voilà, j'en tirerai probablement des enseignements. J'essaierai d'en parler peut-être avec vous. En tout cas, essayer que ce soit utile pour les autres. Je ne veux surtout pas me victimiser, donc que ce soit au moins utile pour les autres et qu'on regarde d'un peu plus près quand même comment tout ça se fonde et comment on peut salir aussi les gens et puis après les jeter. Voilà, ça peut arriver à beaucoup de monde, ça peut arriver de la petite adolescente au collège jusqu'au plus puissant. Donc il faut réfléchir sur cette société, cette société du regard malveillant. La société du regard malveillant, c'est terrible. 2 questions. Pour la question d'actualité, donc, il y a donc eu la publication hier d'une tribune dans Libération d'une quarantaine de journalistes politiques femmes qui dénoncent le sexisme d'une partie des hommes politiques avec lesquels elles travaillent. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu voir, vous, de visu? Quel regard vous portez là-dessus? J'ai lu cette tribune. C'est leur ressenti, donc elles ont raison. Et si c'est le cas, elles ont raison de les dénoncer, mais il faut aller probablement plus loin, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a du sexisme, tout le monde le sait qu'il y a du sexisme, du machisme, c'est dans nos sociétés depuis bien longtemps, ça s'éradique au fur et à mesure, mais enfin les vieux réflexes sont toujours là. Moi je pense que la première des choses à faire, c'est de mettre fin, on dit ça depuis des années, hein, des lois, il y en a eu plein, hein, des lois, des règles, de mettre fin à l'inégalité salariale. L'inégalité salariale entre un homme et une femme, c'est indigne. Moi, j'ai essayé de le faire dans la loi retraite, parce qu'après, vous retrouvez ça dans les retraites. Hein. Madame Belkacem a repris. Auparavant, il y avait d'autres lois. Les entreprises sont punies. Mais on voit bien que c'est compliqué, parce que comment essayer de juger d'un niveau égal avec la... Bon, c'est compliqué, mais c'est une société qui produit cette injustice-là, elle n'est pas totalement démocratique. Alors, on va revenir sur la loi renseignement qui va être votée sans doute aujourd'hui à l'Assemblée. Le bâtonnier des avocats de Paris a dénoncé un mensonge d'État sur la loi renseignement, parlant d'un fourre-tout où domine l'arbitraire. Non, je crois qu'il est un peu sévère. Enfin, c'est son opinion. C'est simplement parce que la justice est mise un peu en dehors
de tout ça. Donc les avocats trouvent ça moins bien. Mais après, chacun défend sa chapelle. Je pense qu'il faut une loi solide, sérieuse. Il n'y en a pas eu depuis 20 ans, plus de 20 ans, sur le renseignement. Et on voit bien qu'il fallait un cadre. Et ce cadre a été défini. Je pense qu'on aurait pu le fixer aussi. Donc il faut la voter. Après, il y a quelques zones d'ombre, notamment le fait que ces mesures d'exception soient appliquées en dehors des cas de terrorisme ou de sécurité de l'État. Là, le Conseil constitutionnel est saisi. Donc on verra ce que dit le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on peut permettre d'écouter tout le monde, quoi? Non, il faut le faire dans un cadre précis. Oui. Est-ce que ce cadre est suffisamment précis? Je ne suis pas suffisamment juriste pour le dire. Au Conseil constitutionnel, puisque le président de la République a décidé in fine de le saisir lui-même sur sa propre loi. Donc vous voyez que c'est quand même un truc, c'est un équilibriste. Hein. Bon, on verra ce que dit le Conseil constitutionnel. S'il y a des zones où on peut écouter n'importe qui disant n'importe quoi sur n'importe quel sujet, parce que vous avez volé un chewing-gum dans une cour de récréation, bon là il faut évidemment y mettre fin. Mais globalement, moi je la voterai parce que je pense qu'il faut doter nos moyens de renseignement d'un cadre juridique propre. Et pour lutter contre le terrorisme, on voit bien que c'est aujourd'hui un des axes, quelque chose d'absolument majeur dans le monde. Pour lutter contre le terrorisme, il faut se doter de ces moyens-là. On va pas jouer à l'oiseau perché sur sa branche. Donc cette loi ne vous inquiète pas? Non, elle ne m'inquiète pas parce que la société elle est liberticide de plein d'autres manières. On en parlait tout à l'heure. Quand on traîne les gens dans la boue, qu'on publie des PV d'audition partout, c'est aussi liberticide. C'est exactement la même chose. Donc à ce moment-là, balayons devant toutes les portes. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Eric Woerth d'avoir été avec nous ce matin dans Direct Politique. Merci messieurs, merci chers internautes. On se retrouve mardi prochain, même heure comme d'habitude. D'ici là, restez connectés et à bientôt.